It's nice to get applause before I even start. C'est toujours un plaisir d'être applaudi avant même de commencer. Quoi qu'il en soit, bonjour à tous, bienvenue pour cette session, bienvenue également aux participants en ligne. Je vais modérer cette session en ce qui concerne la génétique, les innovations, ce qu'il y aura à attendre pour l'avenir de la fibrose pulmonaire. C'est quelque chose qui compte pour moi parce que dans ma famille, nous avons perdu 4 personnes de fibrose pulmonaire familiale. Il y a déjà eu des sessions sur la génétique, mais voilà, aujourd'hui, ce sera la possibilité de discuter de la situation actuelle, des espoirs que nous avons. Et nous allons également entendre la perspective des patients et des aidants. Sans plus attendre, parce que je veux vraiment offrir autant de temps que possible à la discussion. Et en ce qui concerne la biographie de nos orateurs, n'hésitez pas à vous rendre sur Swapcard. Nous avons avec nous Kylian, qui est chirurgien, chercheur, qui essaye de comprendre les causes de la fibrose pulmonaire. Nous avons également avec nous Chantal van den Dungen, qui vient de l'Association des patients francophones de Belgique. Elle est au conseil de l'UPFF et est également présidente de sa propre association. Nous avons également Antoine Froidure avec nous, médecin pneumologue qui se concentre sur les maladies pulmonaires et la fibrose pulmonaire familiale et les liens avec les tissus. Il est également président de l'ERS. Donc, merci beaucoup à ces intervenants de se joindre à nous. Et je propose de donner la parole à Antoine pour commencer. Merci de ces mots d'introduction. Merci de me donner la parole pour cet après-midi. Ce n'est pas la bonne présentation. So in the next 10 to 15 Donc, dans 10 à 15 minutes, je vais essayer de vous fournir des informations pertinentes en matière de fibrose pulmonaire et je vous donnerai également quelques informations quant à ce qu'il s'agit, ce que cela signifie d'avoir la fibrose pulmonaire. If you want to read more in details, si vous voulez plus d'informations en ce qui concerne cette fibrose, je vous invite à lire la déclaration de la Société respiratoire européenne. Nous avons discuté de ces différents sujets. Liam était présent en tant que représentant des patients, donc n'hésitez pas à lire cet article qui est très important. Tout a commencé au début des années 2000. Certaines études ont suggéré qu'il pouvait y avoir une composante familiale à la fibrose pulmonaire. Et en Finlande, ils ont fait un registre de toutes les PFI finlandaises et ils se sont rendus compte qu'environ 5% des patients ont des antécédents familiaux de fibrose pulmonaire et ils ont même pu retrouver certaines mutations dans certains endroits, ce qui prouve, sans aucun test génétique à l'époque, qu'il existe des clusters familiaux en fonction de la région analysée. En Belgique, nous avons également fait une étude par registre qui comprenait quasiment 700 patients et nous avons découvert que 12% des patients répondaient à la définition de fibrose familiale. Cela signifie qu'ils ont au moins un proche du premier ou second degré qui sont touchés par une fibrose, quelle que soit sa forme.
Nous incluons également dans cette définition les personnes qui développent la fibrose pulmonaire avant l'âge de 50 ans, en l'absence d'autres maladies respiratoires. Donc oui, première réponse, la fibrose pulmonaire familiale existe et ça représente 10 à 15% de tous les patients. Maintenant, observons les mutations génétiques derrière cette maladie. On découvre que certaines mutations communes ont des effets assez limités. C'est logique d'un point de vue de l'évolution. Les mutations les plus communes ne doivent pas mener à la mort des sujets, évidemment, sinon elles ne seraient plus présentes. Mais quand on regarde des mutations plus rares, elles peuvent avoir des effets beaucoup plus importants sur la maladie. À l'exception du MUC5B, qui n'a rien à voir avec la fibrose pulmonaire familiale, c'est plutôt un facteur de risque, en particulier en Europe et aux États-Unis. Mais il se retrouve tant dans les formes sporadiques que familiales de la fibrose pulmonaire. Et quand on observe cette fibrose familiale et qu'on regarde les gènes impliqués, malheureusement, la majorité des fibroses pulmonaires, on ne trouve pas les mutations. Nous ne les connaissons pas. Ça, c'est une publication de 2023. Et je pense qu'ils ont dit, voilà, inconnu 53%. Mais par contre, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, leur graphique, ça leur représente moins de la moitié. Mais ça a été publié, quoi qu'il en soit. Donc vous pouvez voir que dans plus de la moitié des cas, il n'y a aucune mutation retrouvée. Et quand on découvre quelque chose, la plupart des gènes sont liés au complexe télomérique. J'y reviendrai, c'est assez important. Une petite proportion de gènes sont des gènes du surfactant, avec surtout dans les PFI à l'âge assez tôt dans la vie. Donc, c'est quoi les télomères? Alors, les télomères, ce sont des parties de l'ADN qui ne codent pas, qui sont à la fin de notre chromosome et protègent notre ADN de la dégradation pendant la réplication des cellules. Le problème, c'est que ces télomères, à chaque division cellulaire, sont raccourcis. Et donc, quand il ne reste plus de télomères, la cellule passe en sénescence. Elle approche de sa mort cellulaire. Dans certains tissus, il existe une télomérase, c'est une super enzyme, une grosse protéine qui est capable de construire d'autres protéines ou gènes qui compensent d'une certaine manière ce phénomène. Donc dans certains organes, on a des télomérases qui sont capables de régénérer ces télomères, sinon tous nos organes passeraient en sénescence bien trop tôt. Le problème, c'est que nous ne sommes pas tous égaux dans cette matière. C'est comme la taille ou le poids. Certains ont simplement des télomères plus longs que d'autres et certaines personnes ont des télomères malheureusement plus courts. Et dans certains cas, des télomères courts sont liés à des mutations sur le gène qui code une des protéines de ce complexe protéique de la télomérase. Et c'est ce que nous cherchons lorsque nous connaissons des patients avec une fibrose pulmonaire familiale. Nous cherchons des mutations, des patterns, des modèles dans les gènes qui sont impliqués. Si vous avez une mutation génétique d'un télomère, que se passe-t-il? Eh bien, tout d'abord, cela peut causer des défaillances d'organes. Car, comme je vous l'ai dit, si votre télomérase ne fonctionne pas, vous ne serez pas capable de régénérer vos télomères. Et donc, dans les tissus qui se renouvellent très rapidement, tels que la moelle épinière, eh bien, cela va mener à une attrition des cellules souches. Donc, c'est ce qu'on appelle une anémie aplastique. Donc, c'est nombre de cellules de globules blancs trop bas. Alors, dans les tissus avec moins de renouvellement, eh bien, on se retrouve avec des situations qui peuvent mener à des fibroses tant des poumons que du foie. C'est un peu moins étudié. Donc la fibrose hépatique est moins étudiée. Alors, il y a également des questions liées à l'auto-immunité, aux maladies de peau.
tous les patients ne développent pas la même maladie. Donc c'est très important à comprendre quand on parle des maladies liées au télomère, c'est qu'il y a un caractère très variable. Vous pourriez avoir dans la même famille un patient qui a une fibrose pulmonaire, un autre avec une fibrose hépatique et peut-être un patient qui a les deux. Et un membre de la famille avec la mutation mais qui ne développe aucune maladie. Un autre problème, c'est que vous allez avoir des télomères plus courts puisque vous avez un défaut au niveau de votre complexe de la télomérase. Ceci est transmis à votre descendance. Cela veut dire qu'il y aura une anticipation génétique, c'est-à-dire que la prochaine génération a plus de chances de développer la maladie un peu plus tôt que la génération précédente, car vous recevez de vos parents des télomères plus courts. Donc la maladie pourrait apparaître plus tôt dans la vie. Donc ce sont les informations vraiment à retenir, c'est qu'il y a une pénétration qui est variable et qu'il y a une anticipation génétique. Et c'est comme ça que j'explique cela à mes patients. Lorsque je trouve une telle mutation, je leur dis, voilà, ces mutations ne causent pas la maladie elle-même, elles amplifient le risque de maladie. Donc regardons ce graphique assez simple. Je mets ici un seuil à partir duquel se développe la fibrose. Dans la fibrose pulmonaire sporadique, vous avez différents facteurs. L'âge, vous savez que la fibrose touche les personnes plus âgées de manière générale. Nous avons un autre facteur, l'environnement. Donc si vous fumez par exemple, ou vous êtes dans un endroit où il y a beaucoup de fumée, vous augmentez votre risque. Et puis il y a d'autres déclencheurs tels que l'auto-immunité et d'autres variantes. Et là, vous arrivez au seuil de développement de la fibrose. Que se passe-t-il dans la fibrose pulmonaire familiale? Eh bien, en fait, ils commencent à l'avance. Ils ont un départ plus tôt. Pourquoi? Parce que génétiquement, ils ont déjà une mutation. Donc, ils ont besoin de moins de déclencheurs pour développer la maladie. Donc, on peut avoir l'âge qui se rajoute et puis un tout petit peu d'environnement. C'est suffisant pour atteindre ce seuil de fibrose. Information importante également, c'est qu'il y a une approche hétérogène de la fibrose familiale. Voici ma patiente, une femme qui a une polyarthrite rhumatoïde et une fibrose pulmonaire. Et j'ai découvert que son frère avait perdu la vie à cause d'une PFI. Il fumait beaucoup. Et quand on enquête dans la famille, on se rend compte que son père est également décédé d'une fibrose pulmonaire à l'âge de 84 ans. Elle a développé également une fibrose pulmonaire avec une arthrose rhumatoïde, une polyarthrose rhumatoïde, et elle ne fume pas. Donc on s'est rendu compte en évaluant le télomère attendu pour un certain âge, qu'elle est en dessous du seuil de son âge. Et nous avons découvert une mutation sur un des gènes, sur le 3e gène du complexe de la télomérase. Donc, il s'agit que c'est une... Il y a un classement de gènes de 1 à 5, de bénin à 1 et 5 très graves. Pourriez-vous lancer le petit film, s'il vous plaît? Ça, c'est un autre exemple. Une famille, 3 frères, qui ont développé 3 fibroses différentes. Tous les membres de cette famille ont de petits télomères. Ils sont au percentile 5. Et nous avons découvert chez 2 frères une mutation du gène TERS. Et le 3e frère n'a pas cette mutation du gène TERS, mais il a quand même des télomères courts. Pourquoi? Parce qu'il les a reçus de ses parents. Et donc, c'est ce qu'on appelle une phénocopie. Ça veut dire que ce membre de la famille ne possède pas la mutation, mais il se développe comme s'il avait eu la mutation parce qu'il a reçu des télomères courts. Donc ici, vous voyez qu'on a testé environ 200 tests dans mon hôpital. C'est très local. Dans la plupart des cas, nous n'avons pas trouvé de mutation au niveau de la télomérase. Mais dans 25% des cas, oui, nous avons trouvé des mutations.
Ce qui est difficile pour nous, les patients, et pour les médecins, c'est que c'est une science assez nouvelle et beaucoup des mutations que nous avons identifiées sont de catégorie 3. Ça veut dire dont on ne connaît pas la signification. Nous ne savons pas si elles sont dangereuses ou pas parce qu'elles n'ont pas encore été identifiées dans beaucoup de familles comparé à d'autres cas. Il faudrait utiliser des outils complexes de la génétique pour s'assurer qu'ils sont pathologiques. Et donc, on ne sait pas vraiment quoi faire avec ces catégories 3. Donc, c'est très important de partager les données autant que possible parce que vraiment, c'est un domaine où il reste beaucoup d'incertitudes. Cela peut être très stressant pour les patients. D'ailleurs, nous y reviendrons. Un autre exemple, et ceci est sur une très grande famille, où nous avons pu identifier une mutation du TERT, où on peut voir que c'est une famille qui a connu l'errance médicale. Ils ne comprenaient pas pourquoi tous ces membres de la famille étaient touchés par des maladies similaires. Et en fait, nous avons découvert qu'il y avait une mutation génétique. Donc, quel est le parcours des soins en ce qui concerne les mutations de la télomérase? C'est comme cela que nous fonctionnons dans mon hôpital, mais je pense que c'est la même chose dans d'autres centres. Eh bien, il y a deux manières différentes. Tout d'abord, il y a le patient lui-même, donc atteint de fibrose pulmonaire, et on suspecte une mutation ou une maladie du foie, et on suspecte également une mutation ou une maladie hématologique. Dans la plupart des cas, on propose un examen complet, spécifique à l'organe, avec une mesure de la longueur de télomère, c'est disponible à l'hôpital, mais également avec un séquençage des gènes potentiellement impliqués. Ensuite, si nous confirmons, cela mènera à une gestion spécifique du cas. Nous proposons également une étude multi-organes avec des enzymes hépatiques, un hémogramme, des tests de fonction pulmonaire et un fibroscan pour étudier la fibrose hépatique. Ensuite, il reste la question des proches, des membres de la famille. Comment gérer, puisque nous savons que la mutation est transférée, et en plus c'est une mutation dominante, donc vous avez 50% de transférer cette mutation à votre enfant. Eh bien, nous proposons un conseil génétique. Et jamais avant l'âge de 18 ans. Je pense que c'est important à mentionner. Même dans les cas de fibrose pulmonaire familiale, vous n'aurez pas cette maladie avant l'âge de 40 ans, donc ça ne sert à rien de stresser ces patients trop tôt dans leur vie. Donc, quels enseignements tirer? Eh bien, la fibrose pulmonaire familiale représente environ 10 à 15% des cas. C'est la définition de l'ERS. Malheureusement, nous n'avons pas encore identifié la mutation dans plus de 50% des cas. La plupart des mutations sont liées au télomère. Et je pense que les centres spécialisés dans ce domaine devraient offrir des conseils génétiques adaptés à la gestion de ces patients. Merci beaucoup de votre attention. Hello, everyone. Everyone still awake? You all got... Vous êtes toujours réveillé? Vous avez eu le temps de manger un peu de chocolat, de boire un peu de café? Super. C'est un plaisir d'être en Belgique pour toutes ces raisons. Pendant 10 minutes, je vais essayer d'expliquer les traitements actuels, les traitements à venir, et les traitements au plus long terme en ce qui concerne la fibrose. Et en particulier, je vais discuter de la fibrose pulmonaire familiale. Donc, je vais parler ici de fibrose pulmonaire, mais je donnerai également quelques pistes en ce qui concerne les approches génétiques. Quels sont les traitements approuvés? Je suppose que ici dans le public, vous êtes au courant. Il y a 2 traitements approuvés. Le Prophénadone et l'Intitinap, traitements qui ont été approuvés aux États-Unis, qui seront bientôt approuvés en Europe,
celui à la nérandomylaste. En ce qui concerne le nérandomylaste, c'est assez intéressant, c'est qu'il y a une étude en cours sur des fibroses pulmonaires familiales au Royaume-Uni pour voir si pour ces patients cela peut être utile. Donc voici les traitements médicamenteux qui existent pour le moment. En ce qui concerne, il y a également la revalidation, la rééducation pulmonaire, très important, il faut que tous les patients y aient accès, quels que soient les résultats. La thérapie par oxygène peut améliorer la vie. Évidemment, régime, exercice et vaccins sont à recommander. C'est tout à fait primordial pour les patients, gérer la perte de poids ou la prise de poids. Et finalement, la greffe pulmonaire reste une option, évidemment, pour les patients. Il y a quelques mises en garde tout de même. Je pense qu'Antoine en a déjà parlé. Les greffes en cas de fibrose pulmonaire familiale peuvent être liées à des changements d'immunosuppression. Et donc, il faudra voir un peu quelles sont les nouvelles lignes directrices afin de tester pour des formes familiales de la fibrose pulmonaire avant de greffer. Ça devrait devenir les nouvelles bonnes pratiques. En ce qui concerne la fibrose familiale, on gère le poumon, mais il faut également peut-être envisager d'autres organes tels que le foie qui peut être affecté, mais également les cellules sanguines. On peut voir des cancers du sang, des anémies, et d'autres maladies hépatiques qui peuvent toucher ces patients. Donc, c'est des choses à prendre en compte quand on est clinicien ou patient. Et il faut vraiment penser à ces différents organes. Si nous voulons de nouveaux traitements, comment les trouver? Eh bien, commençons au tout début. Où trouver ces nouveaux traitements, tout d'abord? Eh bien, tout d'abord, on étudie les cellules. Il y a de nombreuses études qui sont effectuées sur les cellules en ce qui concerne la fibrose. Peut-être qu'une sur 10 000 études amènera à un médicament. Donc c'est vraiment un tout petit pourcentage. Il y a énormément de travail, mais c'est vraiment un goulot d'étranglement où il n'y a que quelques études qui mènent à des résultats. Et puis il y a également les études précliniques, c'est-à-dire études sur les souris, tout simplement. Donc, sur les études précliniques, les traitements qui arrivent à ce niveau, on parle d'1 sur 10 qui finira essayer sur l'être humain. Donc voilà, ce n'est pas parce que vous arrivez à soigner une souris que vous arriverez à soigner un être humain. Donc quand on fait les premiers essais sur l'humain, c'est ce qu'on appelle des tests de phase 1. Les essais cliniques de phase 1, c'est un traitement qui est enfin donné aux patients. Donc, les essais cliniques en fibrose pulmonaire sont très importants. Donc, je vous ai parlé des phases. Donc, il y a d'abord les phases 1. Ce sont des petites études sur 10, peut-être 100 patients maximum. Les phases 2, c'est lorsque nous étudions la dose et la sûreté du médicament. Donc, on va jusqu'à 300 patients. La phase 3, il s'agit de toujours la sûreté pour le patient, mais également l'efficacité du médicament qui est envisagée à ce moment-là. Ce sont des cohortes plus grandes. On parle de 300 à 3000 patients. En particulier pour la fibrose pulmonaire, on parle souvent d'un millier de patients. En phase 4, on n'en parle pas souvent, mais c'est une fois que le médicament est déjà sur le marché. Là, il y a des études de phase 4 pour voir s'il y a d'autres effets secondaires qu'il conviendrait de mentionner. Quels sont les intérêts d'un essai clinique pour les patients, mais également pour d'autres? Eh bien, nous savons que les patients impliqués dans les études font plus attention à leurs propres soins de santé, il y a plus d'engagement, ils ont accès à de nouveaux traitements qui ne sont pas disponibles au grand public, qui ne sont pas sur le marché. Ils reçoivent des soins de santé de bonne qualité. Et souvent, quand on regarde les patients qui sont enrôlés dans des essais cliniques, ils vont mieux que les patients qui n'y sont pas, parce qu'ils sont plus suivis. Ils ont des médecins, ils voient des infirmiers, des médecins plus souvent. Et puis, ils ont parfois la possibilité d'obtenir un traitement qui est plus efficace que celui sur le marché pour le moment.
Et donc les résultats de cette étude, qu'ils soient positifs ou négatifs, peut aider d'autres patients ou d'autres membres de la famille à l'avenir. Donc c'est vraiment très intéressant de participer à des essais cliniques. Quand vous envisagez ces essais cliniques, quand vous envisagez de vous enrôler dans une telle étude, sachez bien que vous n'allez pas souvent être payé. Ça n'arrive pas souvent. Vous n'allez pas payer non plus, mais vous ne serez pas payé pour une telle étude, pour un essai clinique. Ce n'est pas le cas d'habitude. Et puis, si cela sort trop beau pour être vrai, faites attention. Si un traitement promet beaucoup de choses, une guérison dans quelques semaines, rendez-vous compte que c'est peut-être trop beau pour être vrai et qu'il faut faire plus attention à ces essais. Il y a des endroits qui vous amènent beaucoup d'informations sur les essais cliniques, sur le site internet du PFF. Il y a un centre d'éducation aux essais cliniques qui vous donne beaucoup d'informations sur ce que sont de bonnes études cliniques, quels sont les avantages, les inconvénients. Et si quelqu'un vous envoie un lien pour une étude, ou s'il y a du marketing au sujet d'un essai clinique, vous pouvez aller sur ce site internet pour voir s'il s'agit d'une bonne étude. Vous pouvez vous rassurer ou pas sur le fait que cette étude est enregistrée ou pas. Donc voici pour les essais cliniques en cours. Mais je pense qu'il y a beaucoup de traitements à venir pour les fibroses, mais également pour les fibroses pulmonaires familiales. Quels sont les traitements de l'avenir donc? Alors, on va ici faire deux catégories. Parlons tout d'abord des thérapies cellulaires. Ce ne sont pas des traitements qui sont sur le marché pour le moment, mais qui pourraient venir bientôt. Vous avez certainement entendu parler des nouveaux traitements pour les cancers et les cellules CAR-T. Je vais un peu vous discuter de ces approches cellulaires. Donc vous savez qu'on parle beaucoup des cellules souches. Qu'est-ce que sont les cellules souches? Donc ce sont des cellules qui ont la possibilité de se reproduire en n'importe quelle cellule du corps. Donc elles peuvent devenir par exemple une cellule cardiaque. Ce sont les cellules souches qui sont dans la boîte de Petri et donc on les appelle iPSC. Ce sont des cellules cardiaques qui sont fabriquées par le patient à partir des cellules souches. Ce qui est intéressant, c'est que maintenant, on peut faire des cellules assez longues à partir de des cellules pulmonaires, à partir de ces cellules souches. Il y a des études précliniques. Mais on peut commencer également à réfléchir comment les utiliser dans des traitements personnels, donc pour des traitements spécifiques d'une mutation ou pour une personne spécifiquement. Donc ça, c'est ce qui arrivera à l'avenir. Alors, qu'est-ce que peuvent faire ces cellules souches? Elles peuvent remplacer une cellule endommagée. Donc, on peut imaginer remplacer une cellule pulmonaire qui a été endommagée. On pourrait donner quelque chose au patient comme une cellule immunitaire qui viendrait d'une cellule souche. Mais on pourrait faire deux choses. On peut réduire les signaux qui produisent la fibrose ou on peut réduire les cellules qui ont eu cette cellule fibrotique ou fibrosante. Et donc, on vient de recevoir un financement pour une étude qui cherche à générer des nouveaux types de traitements pour la fibrose. C'est financé à travers l'étude Horizon. Et on a 10 partenaires dans toute l'Europe dans l'étude BRET. Et cette étude vise à générer des macrophages, des cellules souches qui pourront être utilisées pour aller dans les poumons d'un patient et chercher des cellules fibrosantes et leur envoyer un signal pour réduire cette fibrose ou pour les enlever. Mais il y a des difficultés. Comme toujours, à l'avenir, il y aura des difficultés pour nous
c'est que alors, ces cellules pourraient perturber le système immunitaire. Beaucoup de thérapies cellulaires n'ont pas fonctionné, par exemple les MSC qui ont montré aucun bénéfice pour la fibrose et qui pourraient être coûter cher ou alors ne pas être pratiques ou envisageables. Donc il y a encore beaucoup de travail pour nous pour pouvoir avancer en la matière. Alors un autre traitement futur, c'est la thérapie génique. Antoine nous a très bien montré comment les gènes peuvent être associés à la fibrose. Et donc cet exemple ici, on aimerait que la thérapie génique remplace un gène, c'est-à-dire changer le code ou apporter ce qu'on appelle un miRNA, c'est-à-dire le signal qui permet de faire une protéine ou, par exemple, comme le solamérase. Et donc, c'est ce que le gène peut faire, c'est générer une nouvelle protéine qui pourrait réduire ou arrêter la fibrose. Et pour l'instant, nous travaillons sur un projet où on fait du mRNA pour quelque chose qui fait de la télomérase, donc quelque chose qui protège les télomères, et c'est le conseil de recherche qui travaille là-dessus. Et donc, on espère pouvoir concevoir des traitements spécifiques pour des patients qui ont des mutations au niveau des gènes télomères pour tailler le traitement sur mesure vis-à-vis du patient et remplacer le gène qui ne fonctionne pas. Et donc, c'est les difficultés de ce travail, ce sera de, est-ce qu'on délivre ça à travers le sang, directement dans les poumons? Et quand on transmet ça aux patients, bien sûr, il y a des risques, il ne faut pas bouleverser le système immunitaire. Donc, je vous ai parlé un peu de ces deux catégories de thérapie future, mais ce qui est important, ce sont les réseaux de recherche. Donc, quand on travaille sur ces maladies rares, on doit travailler ensemble dans de la collaboration de recherche. Et un de ces réseaux sur lesquels on travaille, c'est Cost Innovator Grant, et on travaille à Dublin, où on a invité des gens de toute l'Europe pour apprendre, travailler avec les cellules souches et pour essayer d'adapter ça à la fibrose pulmonaire. Et donc, on a développé ce cadre. Et donc, je vais vous en parler pendant quelques instants. Donc, les points principaux de ce réseau, ce qui est important pour les nouveaux traitements, c'est les cohortes internationales, les biobanques, par exemple. Donc, ça, c'est très important d'avoir des échantillons des patients, que les patients soient généreux et puissent donner un peu de sang ou d'échantillons de tissu pour qu'on puisse travailler. Il faut des modèles précliniques sur des modèles animaux et humains pour développer de nouveaux modèles qu'on pourra utiliser pour tester de nouveaux médicaments, voir si ça fonctionne. Les essais cliniques, alors je vous ai parlé des différentes phases de 1 à 4, mais la partie la plus importante, ce sont les patients. On a besoin de la participation des patients dans les groupes consultatifs, dans les biobanques, dans les publications. Et donc, il est très important qu'on puisse avoir cette participation et contribution des patients. Et enfin, il y a des bénéfices des essais cliniques pour vous et pour les autres. Il y a des sources de bonnes informations sur les essais cliniques et je vous encourage à regarder ces sites internet si vous voulez participer à des essais cliniques. Sachez qu'il y a des essais, méfiez-vous des essais cliniques qui vous demandent de l'argent. On ne doit pas vous demander d'argent. Et participer aux biobanques, aux groupes consultatifs. Donc apparemment, vous êtes déjà intéressé puisque vous êtes là. Et enfin, restez positif parce que je crois qu'il y a des nouveaux traitements qui vont arriver. Merci beaucoup et je pourrai répondre à vos questions par la suite. Changing size. Well, hello. Rebonjour. Je vais vous parler un petit peu de notre expérience
avec les thérapies géniques et avec les mutations génétiques. Mon mari, Albert, a fait un test génétique en 2019. C'est 5 ans après avoir été diagnostiqué une FPI. Et donc, je vais vous lire un extrait du Biogénétique à Paris. Nous avons reçu les résultats en 2023, c'est-à-dire 4 ans après que les tests aient été faits. Et il a fallu être confirmé par un deuxième test qui a été plus rapidement. Et le diagnostic a été le syndrome des télomères courts et des mutations dans le 3e gène. Ça, c'était nouveau pour nous. Le rapport de 2019 recommandait fortement des contrôles réguliers des organes qui sont affectés généralement par le 3e gène, un soutien psychologique et des conseils aux membres de la famille. Donc, les informations qu'on a reçues à l'époque nous ont amené à consulter un pneumologue et nous avons appris que la FPI de mon mari était déclenchée par une mutation. On nous a dit également que les télomères plus courts provoquaient un développement plus rapide de la maladie et un déclin plus court pour ces patients qui ont cette fibrose pulmonaire idiopathique. À l'époque, Albert avait reçu une transplantation, donc on s'est dit super, on n'a plus ce problème, on peut le mettre derrière nous. Mais il y a encore eu des problèmes parce qu'en même temps, ou juste après, on a appris que d'autres organes peuvent être touchés par cette mutation, comme Antoine l'a expliqué. Et donc le foie et le sang sont également à risque. Et donc ça n'était pas encore la fin. Il a fallu se tourner vers des tests à nouveau, par exemple test de moelle épinière. Et Albert maintenant a des contrôles réguliers de ses organes, à la fois le foie et le sang. Et donc c'est peut-être un peu rassurant, mais à l'époque, ça a été un choc. Nous avons eu le premier conseil génétique en 2024 avec un psychologue et un spécialiste. Alors, ça a été une catastrophe. Enfin, en tout cas, au moins une déception. Et donc, on espérait que ce soutien psychologique pourrait alléger la charge sur les épaules de mon mari. Tout d'abord, le sentiment de culpabilité parce que, bien sûr, il y a un risque pour les membres de la famille et les enfants, et une petite honte qui est ridicule, mais qu'on ne peut pas s'empêcher de ressentir. Et ça a été très difficile. Et donc, on s'est dit, ça va nous aider. On va pouvoir recevoir des conseils sur comment gérer tout ça. Eh bien, on n'a pas eu de soutien à ce propos, et on n'a pas reçu de conseil non plus sur comment annoncer ça à la famille. Albert avait 6 frères et sœurs, 3 enfants, un certain nombre de petits-enfants et des oncles, des cousins. Et donc, on espérait avoir des informations pour nous dire comment communiquer avec tous les membres de sa famille. Et la seule réponse qu'on a eue, c'est faites comme vous le souhaitez, faites comme vous le sentez. Donc aucun conseil. Et lorsque les membres de la famille ont entendu la nouvelle, ils ont été inquiets, anxieux. Enfin, ils auraient pu être en colère également à l'annonce de la nouvelle. Et donc, le problème pour eux, et ça je le comprends très bien, c'est est-ce que je dois me faire tester ou pas? Est-ce que je porte cette mutation ou pas? Donc, il est tout à fait compréhensible que ça ce soit perturbant. Mais on a dû recevoir cette angoisse et ça n'était pas juste. Et donc, je suis sûre que
nous aurions aimé avoir un petit peu plus d'empathie et de soutien. Alors, j'ai hésité un petit peu avant de choisir de vous raconter la fin de l'histoire, mais je pense que ça fait partie du parcours également. Albert a eu deux enfants, comme je vous l'ai dit. Donc, ils ont fait un test génétique en 2024 tous les deux. Son fils plus jeune a découvert qu'il avait cette mutation du troisième gène. Quelques mois plus tard, on lui a diagnostiqué une leucémie neuroblastique sévère et il est décédé en avril dernier. Mon beau-fils n'avait que 45 ans. Bien. Je voudrais conclure avec une liste de souhaits. Et cette liste de souhaits, ce sont des tests génétiques plus précoces, des avis médicaux experts rapides, des soutiens, des conseils pour nous aider à gérer ce diagnostic avec la peur, le sentiment de culpabilité et comment annoncer la nouvelle à votre famille, comment partager les informations et principalement, j'espère qu'on aura le développement rapide de thérapies cellulaires et génétiques pour soigner la fibrose pulmonaire. Merci. Thanks very much, Chantal. Merci beaucoup d'avoir raconté votre expérience et pour les deux orateurs d'avoir fait part de leur expérience dans leur profession et sur le travail qu'ils font. Et je suppose que l'histoire de Chantal correspond bien à la présentation d'Antoine et en disant que c'est un domaine qui se développe, il y a encore beaucoup de choses à apprendre et certaines institutions, certaines personnes doivent peut-être recevoir une meilleure formation ou peut-être il faut mettre en place des directives et que les tests génétiques, les conseils, tout cela, alors peut-être que les organisations de patients, les associations de patients doivent préparer les patients quand ils doivent faire un test ou pas. Alors, j'aimerais, Kylian, savoir quel est votre avis sur les difficultés que rencontrent les patients, soit quand il faut faire des tests. Alors, je sais que vous avez souligné l'importance que plus on fait de tests et plus on accumule de connaissances. Donc, mais même si c'est un petit peu ouvrir la boîte de Pandore pour les familles. Merci. Oui, effectivement. C'est un domaine qui évolue, c'est pour cela qu'il faut faire très attention avec le message que l'on donne aux patients et je crois que ça nécessite une collaboration avec tous les spécialistes. Ce que l'on essaie de proposer aux patients qui sont touchés par la fibrose pulmonaire et ces maladies, c'est de proposer tout un travail très complet et bien sûr il faut faire peut-être un check-up complet. Et donc, les conseils en matière de génétique, c'est encore une difficulté parce que on a encore beaucoup de variants inconnus qui sont importants et on ne sait pas si on doit tester les membres de la famille ou pas. Et comme vous nous l'avez dit, faire les tests, ça donne une information qui elle-même peut être dangereuse. Les gens doivent digérer cette information de manière tout à fait différente. Et donc, on se pose toujours la question, en particulier avec les généticiens, les psychologues, qu'est-ce que je dois donner à cette famille quand je délivre le message de mutation pathogène? C'est vraiment une difficulté. Et on est encore en phase d'apprentissage. On apprend beaucoup des patients eux-mêmes. Et donc, j'espère que l'avenir sera plus radieux. Merci Antoine, merci Chantal pour avoir partagé cette histoire très touchante. Je crois que vous avez tout à fait bien décrit l'angoisse
et la difficulté de recevoir un diagnostic génétique et également la difficulté de ne pas pouvoir obtenir un diagnostic rapide. C'est très important. Et les outils pour pouvoir expliquer ça aux familles, c'est une difficulté, comme l'a dit Antoine, dans notre pratique clinique. Vous savez, je ne pense pas qu'il y ait une solution unique pour partager ces informations et partager ça avec les familles. Je crois que les patients doivent pouvoir recevoir des conseils, alors peut-être un certain nombre d'options, mais il y a des outils qui émergent et qui sont des avis par écrit, des conseils par écrit, et donc quelque chose qui peut être partagé avec les généralistes peut-être ou quelqu'un qui connaît la famille, parce que les patients viennent nous voir, mais ils nous voient peut-être tous les 3 ou 6 mois. Et donc, il y a peut-être d'autres personnes qui connaissent mieux ce patient, comme le généraliste ou quelqu'un qui peut-être peut aider à mieux partager ces informations. Et l'une des plus grandes difficultés qu'on rencontre, c'est que c'est une spécialité qui émerge seulement. Et donc, si on avait eu cette conférence il y a 10 ans, on pourrait même pas parler de ces informations. Simplement, on savait qu'il se passait des choses au niveau des gènes. Et la deuxième chose, c'est que c'est très compliqué. C'est pas que Antoine n'explique pas bien, c'est que c'est pas comme si vous aviez et le gène et la maladie, mais vous pouvez avoir le gène, vous avez une forme de maladie très légère, mais tout cela amène bien sûr un niveau d'angoisse pour les patients et c'est ça qui est difficile. Une chose que j'ai oublié de dire, c'est qu'on a découvert que quelqu'un est décédé de FPI et peut-être quelqu'un d'autre qui a eu une fibrose hépatique. Et ce que vous venez de dire concernant l'information donnée aux familles, je crois que la charge ne doit pas reposer sur les patients eux-mêmes, mais peut-être sur le généraliste ou quelqu'un d'autre qui doit faire cette communication plutôt que de Albert qui doit le dire à sa sœur. Ça, c'est très difficile. Et je crois qu'il faut se faire aider et on n'a pas eu d'aide. Je suppose que dans le domaine de la génétique et la manière dont les conseils sont prodigués, ce qui est important pour nous, c'est que les organisations de patients se penchent sur cette question et fassent quelque chose. Parce que c'est comme pour mes infirmières spécialisées en ILD, il faut qu'il y ait un soutien approprié mis en place et qu'elles puissent être créatives pour peut-être vous aiguiller à travers votre généraliste ou un officier de liaison qui aura peut-être plus d'expérience. Je crois qu'on a du temps pour des questions. Y a-t-il des questions? Alors, il y a une question en ligne. En dépit des tests de base pour les enfants et les adultes, est-ce qu'il y a un risque de développer la maladie? Alors, il y a 2 tests disponibles. C'est possible dans certains centres de mesurer la longueur des télomères. Et en tant que clinicien, ça nous donne également une idée de la probabilité que la maladie progresse rapidement. Parce que plus les télomères sont courts, plus on a un risque de progression rapide, quelle que soit la présence du gène. Ensuite, il y a un deuxième groupe de tests dans les fibroses familiales, c'est de faire tester les gènes eux-mêmes. Donc ce sont les 2 choses qui sont possibles. Je voudrais ajouter également que même si on ne trouve pas le gène, les familles des patients devraient peut-être faire un scanner, surtout après l'âge de 40 ans, pour déterminer si la fibrose ne s'est pas développée. Mais dans une famille où quelqu'un a une fibrose et on n'a même pas identifié le gène, on recommande que les membres de cette famille fassent un scanner également.
effectivement, en absence de mutation, alors c'est un petit peu similaire à d'autres maladies comme le cancer du sein par exemple, quelle que soit la mutation, si vous avez plusieurs membres de la famille avec une fibrose pulmonaire, c'est un facteur de risque en soi. Et donc, vous n'avez même pas besoin que le gène dise qu'il y a fibrose. Question de Harry? Oui, merci. Tout d'abord, de mon côté, je voudrais vous remercier beaucoup pour ces présentations riches d'informations. Et si je peux me permettre, c'était des présentations très impressionnantes. J'ai une question. Est-ce que j'ai bien compris que les télomères plus courts ne sont pas nécessairement présents dans la génération suivante? Est-ce que c'est le message que vous avez essayé de transmettre? Donc, si un patient a une mutation de télomère court pour ses enfants, il y a un risque qu'ils aient des télomères courts également, même s'ils n'ont pas la mutation. Donc, c'est un domaine très complexe du point de vue génétique parce qu'on voit des familles où il y a que la nature trouve le moyen de compenser et parfois vous avez des enfants de patients qui n'ont pas la mutation et qui ont des télomères plus longs parce qu'il y a eu un mécanisme naturel qui a permis de compenser ce problème. Mais dans certains cas, on a également des télomères courts sans la mutation. C'est l'exemple que je vous ai montré. C'est ce qu'on appelle les phénocopies. Je voudrais savoir si dans vos services, et Chantal, d'après votre expérience, ce que vous avez vécu avec votre mari, est-ce que vous avez rencontré un généticien clinique? Parce qu'on travaille dans un service à Cambridge. Si on identifie qu'un patient a un variant génétique, on travaille avec le généticien clinique pour faire un dépistage de la famille. Et ils peuvent donner les conseils, le soutien que je n'ai pas, moi, la formation pour faire. Nous avons une lettre que les membres de la famille peuvent donner à leurs parents. Mais bien sûr, c'est le choix de la personne de savoir s'ils veulent se faire tester au niveau génétique ou pas. Et les informations données aux parents peuvent être lus et s'ils souhaitent en discuter, on leur suggère de se tourner vers le généraliste pour en discuter. Et au Royaume-Uni, c'est difficile pour les généralistes d'avoir ce niveau de discussion sans les informations parce que ce sont des maladies rares et il n'y a peut-être personne d'autre dans le cabinet pour le faire. Donc ça dépend comment on relie les services. Il faut qu'il y ait un certain niveau de communication pour aider les gens dans ce parcours difficile. Pour être franche, quand on a décidé d'aller voir ce thérapeute génétique, on avait discuté de quelle lettre envoyer aux membres de la famille et ça ne s'est pas fait. On nous a dit faites-le vous-même, débrouillez-vous et ça c'était vraiment perturbant. L'une des difficultés, je crois, c'est que beaucoup de ces services en termes de dépistage génétique ont commencé comme recherche et n'ont peut-être pas le soutien en tant de généticien clinique ou de conseil psychologique en génétique pour faire ça. Et donc, ce qui se passe dans ces centres, c'est qu'ils essaient de faire ce qu'ils pensaient être bien, mais le service n'a pas les bonnes ressources en termes de soutien psychologique, en termes d'expérience et de généticien clinique également. Et donc, c'est une difficulté. Et parce que beaucoup de pays n'ont pas d'approche standard vis-à-vis de la génétique, le dépistage génétique peut être fait de manière qui ne correspondent pas aux meilleures pratiques. Et donc, ça peut être la difficulté. Et ça nous dit qu'on a besoin d'une meilleure politique, d'un meilleur financement pour ce genre de choses. Et quand on y pense, c'est 10 à 20% des patients qui souffrent de fibrose qui ont des liens familiaux. Et donc, ce sont des ressources importantes
dans toute l'Europe pour l'instant. Je crois qu'il y a une autre question là-bas, quelques rangs derrière Hélène. Il y avait une question? Anne-Marie, pardon. Merci. Alors, quelques points. Tout d'abord, je voudrais remercier Chantal pour son courage parce qu'elle a réussi à partager son histoire qui a beaucoup d'impact et qui touche beaucoup. Je pense que ça souligne nos discussions aujourd'hui sur l'importance du soutien psychologique et je pense que ça doit être la référence. Et comme on l'a dit, ce secteur évolue rapidement et peut-être qu'avec cette rapidité, peut-être que certains cliniciens pensent qu'ils peuvent apporter ce soutien, mais quand ça n'est pas bien fait, ça peut avoir vraiment un impact important sur la vie du patient et de la famille. Et donc, vous avez dit qu'il fallait avoir une approche et je pense que c'est ce qu'il faut développer. Il faut qu'il y ait une norme en termes de soutien psychologique en génétique. Et vous avez mentionné également pour la FP familiale à l'âge de 40 ans qu'il faut peut-être faire un scanner à haute résolution. Alors, est-ce qu'un ILA ne pourrait pas être identifié pour faire un suivi? Alors, c'est un sujet difficile. Donc, quand il y a ce qu'on voit au scanner, c'est des changements fibrosants très précoces. Donc, ces patients qui ont un historique dans leur famille, donc leur chance de développer une fibrose est bien plus élevée par rapport à ceux qui n'ont pas d'antécédents familiaux. Et donc, une partie de la difficulté pour nous à l'avenir, en tant que cliniciens et patients, quand on voit une ILA ou quelque chose d'anormal, il faut prévenir les autres qu'il y a un risque, il faut un suivi précoce, peut-être faire un scanner chaque année ou tous les 2 ans ou tous les 5 ans, parce que ça peut être la première partie de la découverte d'une nouvelle fibrose. Et donc, bien sûr, c'est ouvrir la boîte de Pandore dans le dépistage du cancer du poumon. On voit de plus en plus de fibroses, mais quand vous savez qu'il y a des antécédents familiaux, c'est important. Si vous avez antécédents familiaux chez un homme et il y a beaucoup de facteurs de risque et donc il faut faire peut-être plus de recherches parce qu'on ne sait pas autant de choses qu'on aimerait savoir. First, I have a question. Tout d'abord, j'ai une question et ensuite un commentaire. Est-ce que vous pensez que ce problème génétique est en opposition et contradictoire à une transplantation? Alors la réponse est non. Plutôt le contraire, en fait. Donc, parmi mes patients qui ont de la fibrose familiale, qui pourraient être éligibles à une greffe, ayant découvert la mutation, c'est un argument pour aller plus vite et pour les mettre sur la liste d'attente parce qu'on sait qu'il y aura progression, que ça va progresser plus que la FPI sporadique. En ce qui concerne la gestion, il y a quelques modifications, alors je ne vais pas entrer dans les détails, mais nos collègues qui sont spécialisés dans les transplantations vont adapter le régime d'immunosuppresseurs pour abaisser le risque d'effets secondaires qui est plus important pour ces patients. Donc non, ça n'est pas un obstacle du tout. Thank you, but I never Merci, mais c'est une information qui ne m'a jamais été partagée. It's not the fault of my father. Ce n'est pas la faute de mon père. C'est pas facile de diffuser l'information. Excusez-moi. C'est presque une honte dans une famille. Oui, je comprends. Il y a beaucoup de réflexions à avoir dans ce sujet. Je pense que nous devons clôturer
conclure cette discussion. Donc j'aimerais remercier nos intervenants pour cette bonne discussion. Merci beaucoup. Merci à tous.